Bienvenue dans Sensible donc puissante. Je suis Lorraine, entrepreneure hypersensible et multipassionnée. Chaque mardi, je vous propose d'explorer l'hypersensibilité comme une force de transformation. Dans ce podcast, je souhaite faire dialoguer psychologie, déconstruction sociétale et spiritualité ancrée pour vous aider à incarner votre vraie nature dans toute sa complexité, sans concession. Que vous soyez une sentinelle, une idéaliste ou une femme en quête de sens, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode de cette semaine, je dissèque un syndrome que je connais bien pour y avoir été confrontée très longtemps et encore parfois aujourd'hui. Le syndrome de la bonne élève. Imaginez, vous êtes au boulot, concentré sur votre dossier en cours ou vous êtes sur le point de partir après une journée bien remplie, quand un collègue vous cale une réunion de dernière minute ou vous demande un coup de main sur son dossier en cours. Il vous assure que ça ne prendra pas plus de 15 minutes. Vous sentez l'arnaque venir, vous savez très bien que ça durera bien plus longtemps, vous êtes fatigué, vous avez faim, mais vous vous entendez dire « oui ok, pas de souci ». Ça, ce n'est pas du professionnalisme, ce n'est pas juste de la gentillesse. C'est le réflexe de la petite fille qui attend que le monde lui donne 10 sur 10 pour se sentir légitime d'exister. Bienvenue dans le syndrome de la bonne élève. Dans cet épisode, on va donc voir ce que c'est, d'où il vient, pourquoi il est le meilleur ami du patriarcat et comment la société nous encourage malgré nous à y rester alors que c'est le pire ennemi de votre intuition et votre sensibilité. Et enfin, on va voir comment lâcher ce masque de première de la classe pour enfin prendre votre place. Commençons par définir ce que c'est ce syndrome de la bonne élève et d'où il vient, finalement, comment on le développe. Le syndrome de la bonne élève, c'est un ensemble de comportements adaptatifs acquis pendant l'enfance qui visent à adopter l'archétype de la bonne élève, de la bonne petite fille, de la petite fille sage, car vous avez très certainement grandi, si vous êtes concerné, dans un environnement, une famille, un entourage qui valorisait ce type de comportement. Et donc, vous vous êtes adapté en adoptant les comportements que vous avez perçus comme attendus par votre entourage. Concrètement, avec ce syndrome, vous vous êtes développé personnellement en mélangeant besoins et attentes. Au quotidien ou presque, vous évoluez en vous demandant prioritairement qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être validé, qu'est-ce qui est attendu de moi, c'est quoi la bonne réponse, au lieu de vous demander de quoi ai-je besoin, envie, là, maintenant. Et avec cette inversion des priorités inconscientes, vous êtes entré dans un cercle de suradaptation et vous finissez par adopter potentiellement un ou plusieurs comportements, réactions qui sont en désaccord, voire complètement contraires à vos propres besoins et envies. Mais encore faut-il en avoir conscience. Dans cette dynamique, vous vous construisez au fur et à mesure une sorte de masque de perfection dans la définition de ce que vous percevez comme attendu pour être validé, aimé, accepté dans divers environnements. Famille, école, milieu professionnel, relations, etc. Et vous allez garder tous ces comportements comme un réflexe. Dans ce contexte de vie, l'amour des parents est perçu par l'enfant comme conditionnel, aux notes, à la réussite scolaire, au calme, à la discrétion, à l'obéissance. Être sage, c'est donc assurer sa sécurité affective. Et ça, associé à l'hypersensibilité, avec votre capacité à percevoir les énergies qui vous entourent, les émotions des autres, à capter tous ces petits signaux environnants, vous avez le potentiel de devenir particulièrement performant dans ce phénomène d'adaptation et dans cette capacité à se conformer aux attentes. Votre sensibilité vous rend particulièrement vulnérable et perméable au développement de ce syndrome. Alors, pourquoi on développe ce type de comportement adaptatif et ce syndrome en particulier ? Tout simplement parce que c'est un réflexe de survie. Oui, de survie. Car pour une enfant qui n'est pas autonome pour survivre, pour se nourrir, se loger, sociabiliser, une enfant est complètement dépendante de l'attention, de l'amour de ses parents ou de ses adultes référents pour survivre. Dans le cerveau d'un nourrisson, d'une manière très instinctive, ne pas être aimé, ne pas se sentir aimé et en sécurité, c'est mourir. Et oui, parce que ce besoin de sécurité et d'affection est vital pour les nouveau-nés et les jeunes enfants. Et cette tendance, cette réaction instinctive, elle a été démontrée dans les expériences de Harlow qui ont été faites sur des bébés singes après la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte,
Arlo a isolé des singes nouveau-nés dans des cages dans lesquelles étaient disponibles deux objets. Une réplique d'un sein maternel qui contenait un liquide permettant au petit animal de se nourrir, et une poupée ressemblant grossièrement à une maman singe, mais qui n'avait rien à offrir à manger. Spontanément, en cas de stress extérieur, tous les bébés singes sont allés vers la pseudo-maman singe en feutre pour se rassurer avant même de se nourrir. Et il a même été prouvé lors de ces expériences que lorsque les bébés singes étaient dans une cage isolée avec uniquement le faux sein pour se nourrir et sans la mère feutre pour avoir ce besoin de réassurance, de sécurité affective, les bébés singes se laissaient mourir. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas ce premier réflexe de survie. Le premier réflexe de survie que les bébés singes ont, c'est d'abord de rechercher la sécurité affective et pas du tout d'aller se nourrir. Donc dans ce contexte, vous comprenez à quel point avoir cette sécurité affective, se sentir aimé par ses adultes référents, par avoir du lien humain, est vital pour son développement. Maintenant, qui ça concerne, ce développement du syndrome de la bonne élève? En réalité, ça peut concerner tout le monde, mais c'est plus fréquent chez les femmes en particulier hypersensibles, empathiques et les perfectionnistes innés. Ici, je fais une différence avec le masque de perfection dont je parle, que l'on développe notamment avec ce syndrome de la bonne élève. Ici, j'aimerais d'ailleurs faire une parenthèse sur le perfectionnisme. Dans les études les plus récentes, le perfectionnisme n'est pas acquis, mais un fonctionnement cérébral inné. En fait, les profils perfectionnistes ne peuvent s'empêcher de voir la marge d'amélioration dans une situation donnée. Ils perçoivent toujours le différentiel entre la réalité et un idéal. Un vrai perfectionniste inné et peut se manifester de différentes manières, dans ses relations, dans les procès, dans les organisations. Par contre, un perfectionniste ne peut pas s'empêcher de voir cette marge d'amélioration. Donc arrêtez de dire aux vrais perfectionnistes innés de ne plus l'être, car en réalité, elles ne peuvent pas. Par contre, elles peuvent développer des comportements plus adaptés pour éviter de subir leur perfectionnisme. Parenthèse fermée sur le perfectionnisme inné. Donc au-delà du réflexe biologique de survie, l'impact de la société est non négligeable sur le développement de ce syndrome. Et oui, ce n'est pas un hasard si ce syndrome touche majoritairement les femmes, et encore plus les femmes hypersensibles. La société, le patriarcat, adore les bonnes élèves. Elles sont productives, elles rendent service, elles ne font pas de vagues, elles portent la charge émotionnelle des autres, et tout ça sans se plaindre, parce qu'elles pensent que c'est ce qui est attendu d'elles. Encore mieux, pour la société et pour les autres, elles culpabilisent de ne jamais être à la hauteur, et en font donc encore plus pour essayer d'atteindre un idéal inaccessible. Avec tous ces éléments, vous comprenez cette implication double entre réflexe de survie biologique, pression familiale parfois, même inconsciente, et injonction sociétale. Et du coup, vous prenez conscience de la complexité de ce syndrome et donc de la difficulté à en prendre conscience et à en sortir. Alors pourquoi c'est important d'en prendre conscience? Parce qu'il y a un coût. Parce que ce comportement adaptatif, utile pendant l'enfance, pour vous apporter la sécurité dont vous aviez besoin, se révèle délétère dans votre vie d'adulte, notamment en vous gardant éloigné de vos propres besoins, de vos ressentis et donc de votre sensibilité. Car oui, il y a un prix à payer pour maintenir cette image d'excellence, de perfection, et ce à 3 niveaux. 1. La pression mentale. Avec le syndrome de la bonne élève, vous ne voulez pas être parfaite pour vous-même, pour évoluer, pour vous sentir mieux avec vous-même, pour présenter une meilleure version de vous-même au monde. Non, vous êtes convaincu que cette perfection, c'est la condition pour être accepté par les autres. Votre boss, vos parents, votre partenaire de vie, vos amis, etc. En gros, vous passez votre temps à scanner les attentes des autres, ce pourquoi vous êtes particulièrement doué en tant que femme hypersensible. Concrètement, cela va se manifester par un besoin de validation externe constant, du people pleasing, une peur de l'échec ou de décevoir, du surmenage, une difficulté à accepter les compliments, un discours intérieur très critique. Et cette attention et hypervigilance constante vous épuise en créant une fatigue cognitive intense. Dans le syndrome de la bonne élève, votre moteur mental, c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme socialement prescrit. Ce perfectionnisme, c'est une forme de perfectionnisme qui a été étudiée par les chercheurs Gordon Elflet et Paul Hewitt. Et ces études explorent la manière dont votre perception des normes et des attentes envers vous impacte votre santé mentale. Et le résultat de ces études démontre que
Quand vous pensez que les autres attendent de vous que vous soyez parfaite, cet état d'esprit, ce postulat mental est fortement corrélé à l'anxiété excessive, la procrastination et une tendance suicidaire. Vous voyez ici que les conséquences psychiques de ce syndrome de la bonne élève sont loin d'être anodines. Deuxième niveau, le coût physique. À force d'être beaucoup dans le mental, dans la tête, la bonne élève se coupe complètement de son corps, de ses ressentis, des signaux que lui envoie son corps. L'impact corporel ici est double. D'une part, le corps va compenser physiquement pour répondre à la pression et à la surcharge mentale que vous vous mettez, comme on l'a évoqué précédemment. D'autre part, à force de refouler vos opinions, vos émotions, votre fatigue pour ne pas déranger, pour maintenir cette image parfaite, votre corps va garder la trace de tout ce que vous ne vous permettez pas d'exprimer. Concrètement, ça veut dire des tensions musculaires, un diaphragme contracté, une respiration courte et irrégulière, des troubles digestifs, des maux de dos, de l'épuisement. En fait, que ce soit au niveau psychique ou corporel, le syndrome de la bonne élève est un conditionnement qui vous pousse à ne pas vous écouter, à ne pas vous faire confiance, à ne pas faire confiance à vos ressentis. Un comble pour des hypersensibles. Enfin, dernier coup caché du syndrome de la bonne élève, le paradoxe de la femme forte. Plus vous paraissez solide, plus vous excellez à maintenir ce masque de perfection, ce rôle de la femme qui gère, compétente, sans faille, moins les gens vont penser à vous demander comment vous allez. Plus vous mettez toute votre énergie à vous préoccuper de ce que les autres attendent de vous, moins vous en avez pour prendre soin de vous et de vos besoins. Plus vous voulez maintenir cette image de femme forte, moins vous serez en capacité à vous autoriser à demander de l'aide, sous peine de voir la façade se craqueler. Plus vous vous conformez aux attentes, moins vous avez de place pour exprimer votre vraie nature, pour évoluer. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul et à l'étroit dans votre rôle de bon élève ? Si, bien sûr que si. Vous finissez par vous sentir seul et vide, parce que personne ne peut aimer la vraie vous, puisque vous ne montrez qu'un infime aspect de vous, votre masque de perfection. Vous êtes aimé pour ce que vous faites, pour l'image que vous montrez, pas pour ce que vous êtes réellement. Et ça fait mal. Ça réveille une dissonance profonde entre ce que vous ressentez au fond de vous et ce que vous montrez au monde. Bon, maintenant qu'on a posé tout ça, le contexte de départ et les conséquences concrètes, comment en sortir finalement de ce syndrome de la bonne élève ? Sortir de ce syndrome, c'est inverser la priorisation par défaut que vous avez mis en place dans l'enfance et passer de « qu'est-ce qu'on attend de moi ?» à « de quoi ai-je besoin, moi, là, tout de suite ?» Il va falloir désapprendre progressivement tous les réflexes de comportement que vous avez mis en place pour vous protéger, pour pouvoir vous retrouver vous. Et pour faire ça, je vous propose, on va dire, un plan d'action en 6 étapes de libération. 1. Vous observez avec sincérité. Apprenez à repérer les moments où vous dites oui alors que votre corps dit non. Soyez attentive à ces moments-là, à voir ce qui se passe en vous, à voir dans quelles circonstances ça se produit. Deuxième étape, faire preuve d'autocompassion. Bon, ça en fait c'est valable tout le temps. Mais dans ce contexte, respirez, soyez bienveillante envers vous-même. Ce syndrome, c'est un ancien réflexe de survie. Vous en aviez besoin. Ne vous jugez pas, ne vous auto-flagellez pas de l'avoir mis en place et de l'avoir encore gardé. 3. Faire la paix avec le passé. Travailler sur son syndrome de la bonne élève, ça remue. Ça peut faire remonter des choses, des ressentiments, des émotions refoulées. Alors, pour faire face à tout ça, mettez en place des choses pour évacuer et canaliser ces émotions intenses. Méditation, écriture, sport, suivi psy. 4. Vous reconnectez à vous-même. Apprenez à vous connaître en dehors de vos conditionnements pour vous reconnecter à vos propres envies, besoins et aspirations profondes. Tournez-vous vers des outils de connaissance de soi comme la numérologie stratégique, le human design, l'astrologie, les tests de personnalité comme le MBTI, des exercices d'introspection pour découvrir qui vous êtes en dehors de ce qu'on attend de vous. Des outils de connaissance de soi, il en existe plein, donc allez vers ceux qui vous appellent. Soyez curieuse de vous découvrir. 5e étape, exprimez vos besoins, vos émotions, posez vos limites et les faire respecter. Je sais que cette étape, elle n'est pas facile. Et pour ce faire, travaillez sur votre confiance en vous, votre estime, en listant vos victoires, vos accomplissements par exemple. Vous pouvez aussi vous entraîner à utiliser la méthode OSBD pour poser vos limites. O pour observation, partir de faits observables
pour parler d'une situation, S pour sentiment, pour exprimer les sentiments que font émerger la situation en question, B pour besoin, pour exprimer à quel besoin vous avez besoin ici que quelqu'un ou que dans la relation ou que vous, auquel vous devez répondre. Et enfin, D pour demande, pour faire une demande claire à votre interlocuteur face à les situations évoquées. 6e et dernière étape, faire preuve de patience. Sortir du syndrome de la bonne élève, c'est un chemin, pas une course. Se défaire de ce syndrome, c'est désapprendre des comportements adaptatifs que vous avez mis en place pendant 20, 25, 30 ans, ce qui a été mon cas, voire plus. Donc cela ne va pas se déconstruire en quelques jours ou semaines. Il va y avoir des hauts et des bas, de grandes avancées puis des rechutes selon les circonstances. C'est normal et c'est OK. Au-delà de ces étapes, de ces 6 étapes, je voulais aussi vous partager 2 conseils généraux sur ce chemin de déconstruction. L'importance de la déception. Osez décevoir les autres. Acceptez l'idée que vous allez décevoir certaines personnes. C'est inévitable dans ce processus. Et c'est là qu'il faudra aussi apprendre à faire la part des choses, surtout en tant qu'hypersensible, entre ce qui est de votre responsabilité et ce qui ne l'est pas. Les émotions des autres, par exemple. Décevoir les autres pour ne plus vous décevoir vous-même, c'est l'acte de bravoure ultime que vous pouvez faire envers vous et envers votre hypersensibilité. 2e conseil, l'intuition et la sensibilité comme boussole. Votre intuition, votre sensibilité ne peuvent pas s'exprimer clairement dans un cadre de bon élève, car elles sont souvent illogiques, spontanées et rebelles. Pour retrouver votre puissance, il faut accepter de rendre des copies imparfaites et de laisser de la place à vos ressentis. Vous l'aurez compris maintenant, enfin j'espère, ce syndrome de la bonne élève, il vous protège, il vous sécurise d'une certaine façon, mais il vous enferme aussi dans un rôle bien trop étroit pour exprimer tout ce que vous avez à offrir au monde. C'est un syndrome complexe qui peut prendre plusieurs formes, plusieurs degrés, et duquel il n'est pas évident de se libérer. Néanmoins, pour être passé par là, je vous garantis que pour votre épanouissement personnel, professionnel, pour votre santé mentale et physique, pour des relations plus saines et authentiques, c'est un travail sur soi qui en vaut la peine. D'ailleurs, c'est un chemin non linéaire qui n'a pas à être tout le temps difficile ou fastidieux. Partez à la découverte de qui vous êtes avec enthousiasme, appuyez-vous sur votre sensibilité, amusez-vous sur ce chemin. Et si vous deviez repartir avec une phrase suite à cet épisode de podcast, j'aimerais que ce soit celle-ci. La seule note qui compte désormais, c'est votre niveau de paix intérieure. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour exister pleinement. Si vous vous sentez concerné par ce syndrome et si vous vous sentez épuisé par ce rôle de bon élève et déconnecté de vos ressentis, je vous invite à découvrir mon atelier Ralentir et Ressentir. C'est un atelier de 2 heures préenregistré, donc auquel vous avez accès directement, pour vous reconnecter au corps, libérer les tensions et retrouver la douceur d'être à votre propre rythme au travers diverses pratiques, automassage, méditation, danse intuitive. Vous trouverez toutes les infos dans le lien dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode a résonné en vous, vous pouvez laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute pour soutenir ce tout jeune podcast ou bien le partager à quelqu'un de votre entourage. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de votre sensibilité. Bye!